Est-ce que les réseaux sociaux ont une influence positive ou négative sur nos comportements alimentaires? C'est la question qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo un petit peu spéciale dans la mesure où c'est une présentation que j'ai faite au congrès de la SFNCM aux Journées de Printemps à Grenoble en 2024. Et je tiens à les remercier tout particulièrement parce qu'ils m'ont autorisé à partager cette présentation avec vous. Au cours de cette vidéo, on va essayer d'explorer un petit peu les deux faces de cette même pièce, à savoir d'un côté, finalement, le côté lumineux de la force, avec potentiellement le fait que ces réseaux sociaux peuvent nous inspirer, peuvent nous motiver à modifier nos comportements alimentaires de façon positive. Et de l'autre, on ira voir aussi un petit peu les dérives qu'on peut retrouver. Donc on s'attaquera au côté obscur de la force et on essaiera de mieux comprendre un petit peu les différentes désinformations qu'on peut retrouver, les régimes extrêmes, malheureusement, qui finalement peuvent avoir une dérive très toxique sur nos comportements alimentaires. Honnêtement, c'est une occasion de mieux comprendre comment nous protéger aussi et comment protéger nos enfants vis-à-vis de ces réseaux sociaux qui peuvent induire, comme vous le verrez, deux chemins très différents. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Gardez en tête que c'est ultra important pour moi pour continuer de vous proposer du contenu de qualité, puisque ça me prend énormément de temps. Sur ce, je vous dis bon visionnage et à bientôt. Alors Kevin Cessel, c'est le youtubeur nutritionniste par excellence, donc diététicien, docteur en nutrition, qui ont fait des vidéos qui sont une forme de vulgarisation de concepts basés sur des données scientifiques validées. Voilà, donc tu as la parole. Merci. Déjà, je tiens à remercier le comité pour l'invitation à venir parler ici devant vous. Donc effectivement, c'est un sujet que je connais dans la mesure où, effectivement, il y a 1 an et demi, je vous en parlerai à la fin, j'ai lancé une chaîne YouTube, mais pour parler de la nutrition et que nutrition avec de la science. Donc c'est des articles scientifiques, c'est de la vulgarisation scientifique. Mais avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne un peu ensemble sur, on va dire, l'émergence, de ces nouvelles technologies. Donc si, comme moi, déjà, vous êtes né, on va dire, il y a déjà un certain temps, vous avez connu le monde d'avant tout ceci, et surtout, vous avez connu ce qu'on appelait l'ordinateur de bureau, qu'il fallait réellement un bureau pour le poser dessus, et puis vous aviez pris l'habitude, généralement, de le démarrer, on va dire, 5 minutes en avance, parce qu'il mettait un certain temps à démarrer. C'était pas aussi instantané que ce qu'on a à l'heure actuelle. Là, vous avez la petite vidéo, vous allez voir, au moment où vous allez pouvoir vous loguer, je vais avoir le temps de discuter pas mal. Il fut un temps aussi où vous avez connu l'insouciance de ne pas être connecté 24 heures sur 24. Puisqu'à l'époque, quand vous partiez en vadrouille, on ne pouvait pas vous joindre. Et si vous vouliez passer un coup de fil, il fallait trouver ce genre de dispositif. Et pour les plus jeunes d'entre vous, un truc que vous n'avez jamais connu, c'est comment marche ce genre de dispositif avec une télécarte. Oui, ça se collectionnait d'ailleurs, il fut un temps. Donc l'idée étant qu'effectivement, on n'était pas du tout dans un monde hyper connecté. Alors on a bien connu l'époque du téléphone, soi-disant portable, mais on était quand même assez loin d'un dispositif qui rentre dans la poche. Voilà les premiers téléphones portables, à quoi ils ressemblaient. Et globalement, les seuls, finalement, les médias qu'on avait, c'était finalement la télé, on l'avait tous. Et les seules pubs qu'on pouvait voir à l'époque, c'était une pub sur les produits laitiers, et puis on avait aussi les pubs pour Slim Fast. C'est tout. Néanmoins, maintenant, vous savez que tout ceci, grâce au progrès technique, a été miniaturisé, et que tout ceci, maintenant, tient dans le creux de votre main, grâce au smartphone. Et donc, vous êtes en permanence hyper connecté, vous avez accès à vos messages, vous avez accès à tout un tas d'applications diverses et variées, et finalement, vous êtes en permanence connecté, et on est vraiment dans le monde de l'hyperconnexion, ce qui n'est pas du tout ce que les plus anciens d'entre nous ont pu connaître. Donc finalement, notre cerveau, il est beaucoup plus influencé en permanence par tous ces signaux. Et n'oubliez pas qu'on a un cerveau de primate. Ce cerveau de primate, il peut être influencé d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. Donc on va essayer de voir ensemble. On va commencer par le côté obscur de la force, histoire qu'on finisse quand même sur une note positive, parce que sinon je vais plomber l'ambiance avant le prochain topo. Mais on ira voir un peu les deux pendants de l'impact de l'ère 4.0 sur justement les conseils nutritionnels qui peuvent en découler. Alors, un truc que j'aime bien rappeler quand même quand on parle un peu de nouvelles technologies, c'est qu'oubliez pas que toutes ces applications, elles sont boostées avec des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Ça, vous en êtes tous conscients. Ou alors si vous n'en êtes pas conscient, vous allez vite comprendre pourquoi. Toutes ces applications, vous êtes d'accord avec moi qu'elles sont gratuites.
N'oubliez pas que si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et la majorité des business models de ces applications reposent sur en fait, vos données, et vos données vont permettre d'alimenter du coup des publicitaires afin qu'on vous propose du contenu qui est adapté à ce que vous êtes en train de visionner. Donc on voit de plus en plus, si vous avez l'habitude d'être sur les réseaux, si vous regardez des vidéos en nutrition, vous allez vraisemblablement tomber sur des contenus publicitaires qui vont vous vanter les mérites de certaines gélules. Et ces gélules sont soi-disant miraculeuses. Et vraiment elles le sont, hein. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Alors si on regarde un peu les rapports de la DGCCRF et du XF Que Choisir, en 2015, il y avait 80% des sites contrôlés qui utilisaient des allégations santé mensongères. On va se dire peut-être que ça a évolué dans le bon sens, en avançant dans le temps, parce que c'est un peu vieux. En 2022, c'est guère pour réjouissant, hein, puisqu'on est quand même encore à 60% des sites Internet qui utilisent des allégations santé mensongères. Alors vous allez me dire, c'est quoi une allégation santé mensongère ? Je pense que vous en avez peut-être déjà lu, des fois il y a peut-être des trucs qui vous hérissent le poil, vous en tant que professionnel de santé. Un truc du style, l'ananas est un actif minceur. D'où l'idée que l'ananas fait maigrir. Oui. On a aussi, par exemple, l'huile de concombre traite les maladies psychiatriques. Ou encore que le kudzu permet de lutter contre les addictions. Donc, grâce à ces petites pilules miracles, adieu, problème de poids, problème d'addiction et autres troubles psychiatriques. Pourtant, quand même, quand on regarde... En plus de ça, voilà, un autre truc qui va nous intéresser, c'est que les médias grand public vont aussi renforcer ce sentiment qu'on a besoin de pilules pour être en bonne santé. Pourquoi ? Parce que vous avez déjà tous entendu ce petit reportage sur le fait que les aliments d'aujourd'hui ne contiennent plus les micronutriments d'autrefois. Autrement dit, si vous voulez manger les mêmes vitamines dans une orange, maintenant il faut en manger 100. Okay ? Alors oui, déjà on ne compare pas les mêmes souches, c'est pas les mêmes méthodes de dosage, il y a plein de biais, mais ça, les médias, à partir du moment où ils jouent sur les peurs, ils aiment bien parce que ça fait les gros titres et ça fait de l'audience. Bon. Mais ça, le gros problème qu'on a avec ça, c'est que ça nous détourne vraiment, on va dire, de la consommation et de ce qu'on appelle de l'alimentation saine, c'est de consommer de base des aliments type fruits, légumes, qui contiennent naturellement des vitamines, des minéraux, des fibres et des phytonutriments. C'est pas juste une petite gélule qui nous amène tout ça. Sachant que si on fait un peu le détail de la littérature scientifique, alors je vais vous faire une caricature grossière de la littérature, mais les évidences scientifiques montrant qu'au mieux, ces gélules n'ont pas d'effet et qu'au pire, elles augmentent l'incidence des pathologies, pour moi, à mon sens, il n'y a plus de débat à avoir. Alors, on est d'accord que je fais une caricature grossière d'une personne qui est en bonne santé, qui voudrait se supplémenter pour aller encore mieux. Et ce qui est toujours aussi assez marrant de voir, c'est que finalement, même... Donc là, finalement, si on reprend un peu on va dire, la base de la base, est-ce qu'à l'ère 4.0, on a perdu notre bon sens ? On est dans le détail permanent de petites choses, mais on en a perdu la base. Quand est-ce qu'on s'est mis à penser qu'une gélule pourrait un jour remplacer une alimentation saine et équilibrée avec de vrais aliments ? J'ai mis que les fruits et les légumes, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de diètes dans la salle. Vous savez ce que c'est qu'une alimentation saine et équilibrée. D'accord ? Et d'ailleurs, il y a même les fabricants de compléments alimentaires sont d'accord avec moi. Vous allez voir, puisque regardez ce qu'ils mettent sur leur petit packaging. À utiliser en complément d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Quoi bon ? Est-ce qu'on peut être mieux qu'en bonne santé ? Ça, c'est une question, on pourrait faire un sujet de philo. Hein. Chez Christophe, peut-être bien les sujets de philosophie, mais est-ce qu'on peut être mieux qu'en bonne santé ? Est-ce qu'on peut être dans une forme d'ultra-santé ? C'est un peu l'idée ici. Alors, on n'en oublie pas quand même, on parle de conseils nutritionnels, on voit à la télé souvent, et vous les connaissez tous, hein, il y en a 3 qui tournent en permanence à la télé, pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Donc ça, c'est ultra important que ce soit à la télé. Oui, et ça existe, et ça a le mérite d'exister. Tout à l'heure, il y avait une question sur le Nutri-Score. Oui, il n'est pas parfait, mais il a le mérite d'exister. Et ça permet de faire un peu avancer les choses. On peut se poser par contre la question de la pertinence, quand est-ce qu'on voit ce slogan ? Puisque quand on le voit, généralement, c'est associé à un aliment qui est un mauvais aliment, on va dire. Donc là, vous aurez tous reconnu le burger, hein, dont je tairai le nom. Mais finalement, c'est un peu cette problématique d'ambivalence de « il faut faire ça, mais en même temps, je vous propose ça ». Bon, ok. Alors, ça, moi, en consultation, je le retrouve assez souvent, notamment chez les petits jeunes qui pensent qu'en prenant des compléments alimentaires, ils vont devenir des dieux du stade. Réellement. Et ça a été assez bien imagé par le docteur Asker Jekendrup, qui a une bonne notoriété en sciences et qui parle beaucoup de nutrition du sportif. En fait, il l'a représenté avec ces 2 pyramides. Il dit, finalement, la science nous montre que pour faire du sport, il faut d'abord mettre en place de solides fondations d'équilibre alimentaire. Par-dessus, on va venir greffer, finalement, la nutrition du sportif. Et comme une cerise sur le gâteau, pour être dans une forme d'ultra-optimisation, on va venir mettre les compléments alimentaires. Sauf que la majorité des petits jeunes que je reçois le pensent à l'envers.
exactement comme les compagnies de compléments alimentaires voudraient qu'on fasse. On part des compléments alimentaires pour arriver vers un équilibre. Mais quand est-ce qu'on a perdu notre bon sens de se dire, ça part de la base, il y a des fondations, la cerise sur le gâteau, c'est du bonus. Mais il faut d'abord un gâteau. S'il n'y a pas de gâteau, à quoi bon? Alors, pareil, vu que je suis quand même assez souvent sur les réseaux sociaux, je vous ai pris une vidéo d'un TikToker célèbre qui, finalement, vante l'idée de manger sainement. Donc je vous laisse regarder la petite vidéo, puis je vous la commente. Donc il prend une bouteille de coca, il a scotché un corps parfait sur son frigo, et il prend une alternative plus saine, il prend de l'eau. Pareil pour une petite collation, il voit des Doritos, donc des chips, hop, les abdominaux de rêve, il se dit « Ah bah non, je peux pas, si je veux garder ces abdominaux, je vais prendre une banane. » Et puis on voit la petite collation sympa du Nutella et des biscottes, hop, abdominaux dans le paquet, tac, il se dit « Bah non, du coup, je vais prendre des œufs. » Alors déjà, on peut se poser la question de biscottes, Nutella versus œufs. D'un point de vue nutritionnel, on en est quand même assez loin. Mais surtout, finalement, là, on est vraiment dans l'archétype de ce qu'on appelle le manger sainement. Alors, on est bien d'accord qu'il n'a pas score juste en mangeant sainement. Vraisemblablement, il pratique aussi beaucoup de sport, ce monsieur. Mais si on se fait l'avocat du diable, et c'est ce que je vais essayer de vous faire prendre conscience, c'est qu'en fait, notre monsieur, là, il est en train de nous imager, pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Mais peut-être pas d'une bonne façon. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a de la nuance dans sa vidéo? Est-ce qu'on vous dit que oui, ça ne va pas vous tuer si vous mangez un jour une biscotte avec du Nutella? L'équilibre alimentaire, il ne se construit pas sur un plat et on doit être sectaire en permanence. Donc ce genre de vidéos, vu que c'est des vidéos très courtes qui n'expliquent strictement rien, finalement c'est stigmatisant et puis surtout ça favorise l'orthorexie. Alors je vous pose la question, je n'ai pas d'études qui permettent de dire que ça favorise ça, mais en tout cas en tant que praticien je me pose réellement la question. N'oubliez pas quand même, et c'est ça, donc effectivement, l'équilibre alimentaire, ça c'est fait pour répondre à nos besoins physiologiques. Ok, on doit répondre aux macros, aux micros, à l'énergie, en eau, etc. etc. Mais l'équilibre alimentaire, il va se co-construire aussi avec la notion de plaisir. Mais est-ce qu'on peut réellement parler de notion de plaisir dans sa vidéo? Pour ma part, pas forcément. En tout cas, c'est un plaisir lointain, on va dire. Donc c'est ça une des problématiques qu'on retrouve sur les réseaux, c'est que finalement c'est très simpliste et que finalement il n'y a pas de nuance. Donc n'oubliez pas, tout à l'heure je vous ai dit qu'une application gratuite, si elle est gratuite, c'est que vous êtes le produit. Autrement dit, il y a une intelligence artificielle derrière qui tourne pour vous proposer du contenu. Le but du jeu de la plateforme, c'est de vous faire rester sur la plateforme le plus longtemps possible, pour que vous voyez un maximum de contenu publicitaire. Donc finalement, il y a forte probabilité qu'on vous propose le même genre de contenu. Et si vous avez regardé une vidéo de ce monsieur, il est fort probable qu'on vous propose une vidéo de ce type, dont on voit une dame qui explique qu'elle a voulu maigrir, et que pour maigrir, en gros, elle mange plus rien. Ok. Bon, pourquoi pas. Là, la grosse problématique, c'est qu'oubliez pas que chez un jeune, lui, il va scroller son écran en permanence, et il va avoir du contenu qui est en permanence le même. Donc finalement, ça va banaliser son comportement. Ce comportement qui est, on va dire, malsain ou déviant, ça va le banaliser complètement. Et est-ce qu'on peut se dire que ça favorise les troubles des conduites alimentaires? La question reste ouverte. Je pense que le smiley répond bien à la question. Mais... Alors, tout à l'heure, on a évoqué les problématiques des régulations et des régulateurs. À l'heure actuelle, en France, la loi est très claire. Pour donner des conseils en alimentation et en nutrition, il y a 2 titres qui ont le droit. C'est les diététiciens, diététiciennes et les médecins nutritionnistes. Personne d'autre n'a le droit. On est passible de 15 000 € d'amende et de 7 ans d'emprisonnement, un truc dans le genre, je crois. Et toutes les youtubeuses qui donnent des conseils en alimentation, elles n'ont pas le droit, théoriquement. La problématique, c'est que la loi existe, mais finalement, personne ne l'applique. Ça, c'est une problématique. Là, la problématique aussi de ce genre de vidéo, c'est que ça favorise une réalité binaire. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait exprès de vous faire la présentation. C'est tout noir ou tout blanc. Mais vous savez bel et bien que la vérité, c'est 50 nuances de gris. C'est jamais tout noir, tout blanc. D'accord? Donc cette réalité binaire, c'est pas un bon truc, sachant qu'au XVe siècle, on l'avait déjà compris. Paracelse, il nous disait « tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison ». Bon, finalement, il avait déjà tout compris, il n'avait pas besoin des réseaux sociaux pour comprendre. Ok. Alors, ça a un gros problème chez nos jeunes parce que ça induit des comportements qu'on pourrait appeler des comportements compensatoires. Donc il y a une étude canadienne qui a étudié un petit peu l'idée du cheat meal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée que toute la semaine je mange parfaitement, je mange healthy, et puis du coup j'en ai marre de manger healthy, donc du coup le week-end je craque, et je me fais un repas gargantuesque de, entre guillemets, malbouffe. Je mets bien entre guillemets parce que finalement rien n'est bon, rien n'est mauvais, vous l'aurez bien compris. Donc eux ils ont demandé à 2700 jeunes de 16 à 30 ans, est-ce qu'ils pratiquaient le cheat meal? Environ 55% ont répondu oui, on pratique le cheat meal durant l'année. Ils ne leur avaient pas donné de définition de ce que c'était le cheat meal ni rien. C'est juste déclaratif. Dans ces 55%, ils leur ont posé une deuxième question. Ils leur ont dit est-ce que vous avez consommé un cheat meal durant le mois?
Et il y a 80% qui ont répondu oui. Et en fait, en moyenne, ils déclarent faire un cheat meal, plus de 1 cheat meal par semaine. Donc ça, c'est déjà assez intéressant. Et ils sont allés un petit peu plus loin, ils leur ont demandé, à votre avis, quelle quantité de calories vous consommez au cours de ce cheat meal. La plus grande proportion des individus ont répondu, au cours de ce cheat meal, on consomme entre 1000 et 1499 kilocalories. N'oubliez pas que c'est juste déclaratif. Donc si on zoome sur les résultats, effectivement, on s'aperçoit que la plus grande proportion des jeunes déclarent que ça représente à la louche entre 1000 et 1499 kilocalories. Mais moi, ce que je trouve assez préoccupant, c'est qu'il y a quand même encore 5% des personnes qui déclarent que c'est plus de 3000 kilocalories. À titre d'exemple, hein, si moi je m'amusais à faire ma dépense, je dois brûler 2600, 2700 kilocalories. Donc en un repas, je suis déjà en surnutrition. Et en plus, il démontre un lien entre cheat meal et TCA. Bon, ok. Alors oui, je le prononce peut-être pas très bien, cheat meal. J'ai entendu cheat meal, peut-être un peu à la française. Alors, le dernier exemple que je voulais vous donner, on va dire du côté obscur de la force, c'est ChatGPT, parce que c'est à la fois le côté obscur et le côté lumineux. Tout dépend comment vous l'utilisez. Donc ChatGPT, là, je vais demander, je voudrais faire un régime et que tu me fasses un menu avec 1200 kilocalories et je veux le détail de chaque aliment par jour. En l'espace de quelques secondes, vous avez une répartition journalière. Il vous dit, le matin, il faut prendre flocon d'avoine 40 grammes, lait écrémé 200 ml et une banane. Donc vous avez déjà votre répartition parfaite. Et puis il vous donne d'autres conseils. Il vous dit, ce menu est conçu pour être équilibré et varié, tout en respectant une limite calorique de 1200 kilocalories par jour. On va essayer de refaire un peu la sémantique des mots. Est-ce qu'on peut dire que c'est équilibré? 1200 kilocalories, équilibré. C'est pas antinomique? Peut-être pas, libre à vous de faire votre réponse. Autre truc qui nous dit, consultez toujours un professionnel de la santé ou un nutritionniste avant de commencer un nouveau régime alimentaire. En France, je vous rappelle, le terme nutritionniste n'existe pas seul. Nutritionniste, c'est un adjectif qui peut venir après deux titres. Diététicien, médecin. C'est tout. C'est pas réglementé. En fait, vous êtes tous nutritionnistes. Il y en a qui le sont vraiment avec un diplôme, il y en a qui ne le sont pas. D'accord? Vous êtes professionnel de santé, j'ose espérer que vous avez une lecture nuancée des choses. Mais les youtubeuses qu'on voit sur YouTube, bah, elles ont le droit de le dire. Maintenant, on va passer du côté lumineux de la force. Parce que oui, ChatGPT peut être utilisé, on va dire, à des fins positives. Donc cette fois-ci, je lui pose la question, bah tiens, je voudrais apprendre à manger équilibré, comment je fais? Pareil, il va me donner plein de conseils. Donc je vous ai repris quelques conseils qui, à mon sens, sont les plus pertinents. Le premier qu'il nous donne, c'est les fruits et légumes. Consommez une variété de fruits et légumes chaque jour. Ils sont riches en vitamines, minéraux et fibres. Et essayez de manger au moins 5 portions par jour. Bah là, finalement, c'est les recommandations qu'on a de ce petit slogan qu'on voit à la télé. Et quand on creuse sur manger, bouger, on nous dit que ce que c'est qu'une portion, c'est globalement 5 portions, c'est 3 légumes, 2 fruits, ou 4 légumes, 1 fruit. Et puis on a même un petit spot publicitaire qui nous dit, est-ce que c'est vraiment possible? Donc c'est quelque chose, on va dire, d'assez positif. Et effectivement, je rejoins l'oratrice juste avant, il maîtrise maintenant les codes, on va dire, de l'audiovisuel des jeunes, en disant que c'est facile, il y a plein de vidéos qui sortent, il y a à chaque fois un texte qui arrive. C'est par exemple un bol de soupe, une pomme, ça peut être 2 abricots, ça peut être une poignée de tomates cerises. Globalement, ils nous disent, c'est facile d'y arriver, c'est à peu près ce qui tient dans notre main. Et à la fin, ils terminent en disant, bah, petit à petit, vous allez voir, vous allez y arriver. C'est l'idée qu'ils essayent de motiver les personnes à le faire en disant que c'est plutôt simple. Alors, autre recommandation que nous donne ChatGPT, c'est la répartition en macronutriments. Alors, je vais vous dire ce qui est juste et ce qui est faux. Les protéines, ici, c'est juste. 10 à 20% des apports énergétiques totaux, c'est juste. Les glucides, 50 à 65% par rapport aux nouvelles recos qu'on a maintenant qui sont de 40 à 55, c'est un peu élevé. Mais par contre, ils disent il faut axer sur des glucides complexes. Et ça, c'est plutôt bien, ça coupe l'herbe sous le pied aux glucides simples. Ils nous disent les lipides, 20 à 30% de l'apport énergétique, et en limitant les graisses saturées et les graisses trans, donc ça, c'est des recos qu'on a grâce au PNNS en France. C'est un peu faiblard comme recommandation en apport énergétique, parce qu'on est plutôt sur 35 à 40% à l'heure actuelle. Mais globalement, pour une intelligence artificielle, c'est pas trop mal. D'accord? Et le dernier, moi, c'est celui que j'aime le plus, il nous parle de l'assiette équilibrée. Et ça, c'est des trucs qu'on a partout, dans toutes les recommandations étatiques. Remplissez la moitié de votre assiette avec des légumes, un quart avec des protéines et un quart avec des céréales, et il précise complète. Donc il va essayer de venir jouer sur l'index glycémique. Et ça, globalement, c'est l'assiette parfaite que tous les gouvernements ont développée. Ça, c'est celui du ministère agricole aux États-Unis. Mais on a tous ce modèle d'assiette, globalement, dans nos recommandations pour manger équilibré. Donc finalement, pour une IA, c'est quand même pas trop mal. Maintenant, heureusement pour nous, du côté lumineux de la force, il y a quand même une profession qui est engagée. Et là, je vous mets des Instagrammeurs qui sont diététiciens, diététiciennes, et qui aussi amènent, d'une, ils vont dénoncer les dérives, et de deux, ils vont amener une vraie expertise, parce que c'est leur métier, d'accord? Donc là, je vous ai mis Jérémy Gorski, Nicolas Da Silva, Benoît Diane, Florian Safer et Justine Desrosiers qui animent le compte Mythe. Récemment, je ne sais pas si vous avez su, mais c'était la journée mondiale
des troubles du comportement alimentaire. Donc ils ont tous fait un post en expliquant ce que c'était, en mettant en avant vraiment des choses qui sont du coup voilà, validées par la science et par les autorités de santé. Moi, il y en a un que j'adore particulièrement, si vous aimez l'humour, on va dire caustique et sarcastique, c'est Benoît Diane. Il y va pas de main morte, il est caustique à souhait, mais personnellement, j'adore. Donc si vous devez en regarder un, celui-là, pour moi, c'est le top du top. Dernier petit point que je voulais aborder avec vous du côté lumineux de la force à l'ère 4.0, donc c'est une expérimentation article 51, donc c'est une plateforme qui s'appelle la plateforme Nuvie. Donc à la base, c'est une plateforme qui a été développée pour faire de l'IETP. Donc cette plateforme, elle a différents parcours. Donc on a des parcours nutrition, obésité, surpoids, chirurgie bariatrique, diabète de type 2, endométriose. Et ça a été développé par des professionnels de santé pour des conseils nutritionnels, mais d'autres conseils aussi par rapport aux pathologies. Ça détruit les fausses croyances, ça amène vraiment, on va dire, de la science dans tout ceci. Maintenant, il y a certains, en fait, cette plateforme, elle a un peu évolué au cours du temps, parce qu'elle date, elle a déjà maintenant 4 ans de recul. Elle est utilisée à différents usages, cette plateforme. Il y en a qui l'utilisent en complément dans les consultations. Donc typiquement, moi, en libéral, des fois, ça peut m'arriver de l'utiliser. On peut l'utiliser aussi, certains l'utilisent en utilisation synchrone pendant les ETP, donc vraiment comme support de formation. Et là où c'est, à mon sens, assez intéressant, c'est de l'utiliser aussi en asynchrone à domicile avec les patients. L'avantage, c'est qu'on a une consultation, on veut travailler sur une notion, on peut allouer des ateliers à notre patient, et du coup, il peut les faire lui chez lui. Et du coup, bah, c'est quand même assez intéressant. Et on a aussi tenté à Lyon, en fait, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai été, il y a de ça 1 an, je fais partie maintenant du comité scientifique de Nuvie. Et à Lyon, on a tenté en fait, de former, au sein des journées territoriales de l'obésité, de former les professionnels, tous les professionnels, quels qu'ils soient, avec cette plateforme. Et en fait, on a eu de super bons retours, et ça fait monter en compétence en fait, tous les professionnels de la santé qui travaillent dans le milieu de l'obésité. Donc globalement, voilà un peu comment ça se matérialise. On a comme un petit jeu de société, on a des parcours, donc c'est notre parcours ça, on a des ateliers qui sont débloqués, on clique dessus, on a des questions pré-quiz, on a une vidéo narrative, donc avec une voix off, et on va avoir des questions post-quiz. Et pour les patients, ce qui est top aussi, c'est qu'on a un onglet « J'échange », donc c'est une espèce de forum où ils peuvent échanger entre eux, et c'est modéré par un professionnel de santé. Donc Nuvie, pareil, hein, on essaye de s'inspirer des nouvelles technologies. Donc pour voir un peu l'adhésion des patients au cours du parcours, les créateurs de Nuvie ont essayé du coup de mettre un peu derrière des algorithmes et de l'intelligence artificielle. Donc là, ce que vous voyez en rouge, c'est l'évolution classique d'un patient au cours de tous les ateliers d'un parcours. Donc on voit qu'au début, ils font pas mal d'ateliers, puis plus on avance dans le parcours, plus on perd des gens qui arrêtent de faire les ateliers. Ici, ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'à partir du moment où on met en place un petit questionnaire et de l'intelligence artificielle pour proposer un parcours qui est personnalisé, on se rend compte qu'on passe de, on va dire, 15% de complétion de la totalité du parcours à quasiment presque une trentaine de pourcents, même 40%. Et on espère, du coup, avec la machine learning, qu'on puisse encore augmenter les choses, puisque grâce, du coup, plus il y a de personnes qui jouent au jeu, plus on peut mettre en place une IA qui va apprendre et qui, du coup, va pouvoir optimiser les parcours. Et on espère, du coup, un jour pouvoir atteindre les presque 70% de complétion de la totalité du parcours. Donc, vous l'aurez compris, les nouvelles technologies, c'est bien et mal. Donc, c'est ni bien ni mal. Tout dépend comment on s'en sert. Nous, en tant que professionnels de santé, à mon sens, un truc qui est ultra important, c'est qu'on s'en empare. Parce que malheureusement, il y a d'autres personnes qui s'en emparent, mais qui ne savent pas vraiment en parler. Donc ici, j'espère vous avoir fait réagir sur le fait que vous, professionnels de santé, vous éradiquiez le côté obscur de la force, afin que justement, du coup, on essaye d'avoir quelque chose de vrai et d'éviter toutes les dérives qu'on retrouve sur Internet. Et ce que je vous disais au préalable, c'est que moi, récemment, j'ai œuvré aussi pour la science et surtout pour la nutrition. Je parle d'articles scientifiques que d'articles scientifiques, ce que je pense, moi, on s'en fout royalement. Je ne vends pas de compléments alimentaires. Je ne suis pas là, alors si vous tapez le code 20, vous aurez 20% de promo sur le code collagène. Non, on n'est pas dans on n'est pas là-dedans, on fait de la science, on parle de science. Je vous remercie pour votre attention et je passe volontiers maintenant aux questions. Merci beaucoup. Excellent.